Ce sera le troisième Dookie qui risque d'être rappelé cette année à la draft 2025. Il s'appelle Conquet Knuppel, pardon. Il a un nom qui respire la mimolette, les coquelicots, les Flandres, d'une manière générale. Pour le présenter, je suis avec Titouan. Comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien. Prêt à parler du cycliste Connectable. C'est vrai qu'il a la tête d'un fan du Tour de France. Et je suis avec un autre fan du Tour de France. Manu, comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien. Messieurs, Code Knuppel au programme. Troisième Dookie, donc comme je l'ai annoncé, on y va pour la présentation d'un monsieur qui filoche pas mal. Exactement, qui filoche pas mal. Donc c'est un jeune garçon qui nous vient du Wisconsin, des gènes de basket. Son père a joué à Wisconsin Lutheran College, où il a marqué plus de 2000 points là-bas. Il est dans le Hall of Fame de l'école. Et la maman, c'est pareil, a été joueuse de basket. Elle a joué à Wisconsin Green Bay, où elle a marqué quasiment 2000 points aussi, et c'est la meilleure scoreuse de l'histoire du programme encore aujourd'hui. Donc voilà, des jeunes de basket, et il a un frère aussi, qui est pas mal observé là en ce moment. Par les universités, joueur 5 étoiles, entre 15 et 20 dans les différents rankings, voire un peu plus. Sur son année senior, il mène son établissement à une saison invaincue, 30-0, au titre de champion, où il frôle le triple-double, 11 points, 11 passes, 5 rebonds. Donc voilà, son année senior, c'est quasiment 20 points, quasiment 10 rebonds, quasiment 4 passes de moyenne. Donc voilà, très très bon joueur qui a aussi évolué dans son rôle, où il le disait dans une interview là récemment. Sur sa dernière année, il était devenu le meneur de l'équipe, donc il avait pas mal le ballon en main. Alors, en fin de cursus, il décide de jouer à Duke, donc où il a fait finalement qu'un an. Et là-bas aussi, il a quand même réussi à exister dans un programme où il y avait quand même pas mal de gros prospects, dont les deux que tu n'as pas nommés, Cooper Flag et Kaman Malwa. Et donc lui sera le troisième joueur de Duke à être drafté en juin prochain. D'ailleurs, à noter que c'était le deuxième meilleur marqueur de l'équipe derrière l'inégalable Cooper Flag, évidemment. Cette année, en statistique, ça donnait 14,4 pour 4 rebonds, 2,7 passes à 47% au général, 91% au lancer franc et 40,6% à 3 points. Donc shooter qu'on peut dire référencé avec un très très gros volume à 3 points, plus de 5 tentatives je crois, un true shooting à 64%, il perd très peu la balle avec un usage relativement faible, mais c'est logique, on est à côté de Cooper Flag à 20% seulement. Alors, refais-nous un petit peu, même si on l'a déjà fait 2 fois, le contexte de Duke pour Conn Knuppel, Titouan. Ouais, bah donc Duke, c'est une équipe, bah, d'ailleurs, ça s'est vu dans les chiffres que tu viens d'annoncer, c'est que c'est une équipe qui joue très collective. Euh, c'est une équipe qui, cette année, était pour beaucoup l'une des, si ce n'est la meilleure équipe de tout le college basketball. L'objectif au début de la saison était assez clair, remporter la March Madness, après la désillusion de la saison dernière où ils se sont fait sortir un peu à la surprise générale quand même par NC State lors de l'Elite 8, si je me souviens bien. Et cette année, c'était clair, objectif retrouver le Final Four et se donner la chance d'être champion. Et pour ça, euh, John Scheyer a mis les petits plats dans les grands dès le recrutement, puisqu'on a eu 6 freshmen recrutés, dont 5 dans le top 50 des meilleurs prospects sortis de lycée. Le seul qui n'était pas dans le top 50, c'était Malwash, et il était 51e. Donc une vraie armada. L'équipe, bah, on l'a dit, hein, et je pense que les auditeurs ont fini par le savoir, mais est donc emmené évidemment par le futur numéro 1 de la draft, Cooper Flag. On y retrouve également Kaman Malwaj, donc le rim protecteur du Soudan du Sud. Il y a le jeune shooter Isaiah Evans aussi à surveiller d'ailleurs pour la draft. Il y a l'éternel potentiel Tyrese Proctor. Oui, moi j'y crois encore. Et donc évidemment notre prospect du jour, Con Knuppel.
Et donc je disais, les Dukies cette année, c'est une excellente attaque, avec très peu de pertes de balles, beaucoup de circulation de ballon. C'est là où, tu vois, quand tu parlais de l'usage rate de Cooper Flag, qui est celui avec le plus gros usage et qui est finalement que de 20%, ça montre que c'est une équipe qui avait très peu, il y avait très peu d'isolation à proprement parler. C'était beaucoup de passing, de connecting. C'est une équipe qui essaye de générer énormément de tirs près du cercle, notamment via des dunks de Flag, mais aussi la menace de lob qui est Malwash. Et surtout, la vraie nouveauté de cette équipe de Duke par rapport aux années précédentes, parce que globalement, ils ont toujours été très très bons offensivement, c'est l'autre côté du terrain, où il y avait des progrès la saison dernière déjà, mais l'arrivée de Malwash et Flag cette saison a vraiment fait passer Duke dans une autre stratosphère en termes de défense. Et donc voilà, et dans tout ça, notre ami Con Knuppel, il s'éclate. Il s'éclate et surtout il s'exprime, et a montré des choses qu'on ne pensait pas voir de lui, je pense. Enfin, on va en parler un peu plus tard dans le podcast, mais je l'aborderai notamment dans le point fort. C'est un joueur qui est un peu arrivé avec l'étiquette d'excellent shooter, mais peut-être un peu unidimensionnel, du moins c'est peut-être le rôle qu'on attendait de lui, notamment avec une star comme Flag à côté. Et finalement, dans une équipe très collective et avec une structure qui nécessitait beaucoup d'intelligence de jeu et de lien en attaque de la part des coéquipiers autour de Flag, peut-être parce que Flag aussi n'est pas le générateur d'attaque élite, que peuvent être certains porteurs de balles primaires. Du coup, Knuppel a montré qu'il était bien plus polyvalent et all-around que ce qu'on pouvait penser de prime abord. Question habituelle, qu'est-ce qui en fait un prospect NBA? Manu, on t'écoute. Ça va surprendre personne, mais son shooting. Les pourcentages et le quasiment 41% à 3 points sur 5 tentatives par match. Plus de 90% au lancer franc. Ça pose les bases. Et sur le terrain, en tout cas, on est face à un joueur qui est quand même assez polyvalent et qui apporte de la diversité dans son tir, notamment sans ballon. C'est quelqu'un qui est capable de shooter sur du catch and shoot à l'arrêt, en mouvement, après écran, après DHO. Enfin, ouais, c'est assez diversifié. Il lui manque juste une chose, je trouve, c'est la création. Il n'a pas encore la création au tir, s'il arrive à avoir ça, ça va lui apporter une autre dimension, parce que c'est un joueur qui a les très très bons placements de pied, qui dégaine très très vite, qui a une très belle mécanique, et ça filoche. Tout ça mis en montre que voilà, enfin, pour moi en tout cas, c'est son ticket principal pour la NBA. Je pense que là-dessus, il y aura une vraie progression en plus. Aujourd'hui, c'est du catch and shoot, mais même s'il peut apporter un peu plus, il y a des prémices de tir après le dribble, après écran. C'est quelque chose sur lequel il travaille pas mal. Sur la saison, il a indiqué sur une interview là, qu'il a faite il n'y a pas longtemps. Donc c'est un joueur voilà, qui sait un peu où aller en termes de shooting. Aujourd'hui, ça reste très très bon, mais basique. Et demain, il y a beaucoup à faire pour que ça devienne encore beaucoup plus diversifié et beaucoup plus positif pour lui, notamment dans la création pour lui-même. S'il arrive à trouver ça, on est sur un gars qui est sur le tir va être incroyable. Petite fois, même question, qu'est-ce qui en fait un prospect NBA, hormis son tir du coup? Moi je suis parti sur le connecting, j'aurais pu dire la polyvalence offensive, mais ouais, le connecting se détaille un peu en plusieurs points, je trouve. Il y a le côté déjà compréhension du jeu, QI basket. Tu sens que le joueur, quand il est sur le terrain, il a les Américains ils disent feel for the game, vraiment ce truc où il sait se placer déjà lui sur le terrain, il sait où il doit être sur le terrain, quand il doit y être, et il sait quasiment toujours quelle action faire à chaque fois. Il y a très peu, en principe, quand Knuppel prend un shoot, c'est rarement un mauvais shoot. Après, ça rentre pas, mais il y a vraiment un decision making et une sélection de tirs et un choix offensif qui sont très souvent les bons. À côté de ça, on a aussi un bon passeur. T'as un handle qui est correct, suffisant pour attaquer des close-out. T'as une finition au cercle qui est aussi très bonne. Et en fait, tout ça, ça te donne un joueur connecteur qui est en fait un passeur plus que fonctionnel, qui va pas forcément créer le décalage de lui-même. Par contre, c'est lui qui va accentuer le décalage créé par l'initiateur primaire,
Bon, en l'occurrence Cooper Flag par exemple à Duke. Et en plus, avec son arme principale qui est le shoot, comme l'a dit Manu, il va devenir un vrai problème pour les défenses adverses parce que les défenseurs vont être obligés de faire des close-out assez agressifs pour pas le laisser shooter de manière confortable. Et lui pourra tout simplement attaquer ses close-out et faire la bonne extra passe ou même finir proche du cercle lui-même. Parce que c'est un joueur qui n'a pas forcément, on en parlera un peu plus tard, mais c'est un joueur qui n'a pas forcément la création individuelle et l'explosivité pour tout faire ça lui-même. Par contre, c'est vraiment le joueur vraiment le connecteur parfait à avoir autour de tes stars dans une équipe NBA. On va passer maintenant au point à améliorer, s'il y en a. Manu. Moi, le principal, c'est sa défense de façon générale. Je vais commencer par sa défense sans ballon, loin du ballon, qui a le regard posé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le ballon, et beaucoup trop sur le ballon, ce qui fait que des fois il perd totalement le contact avec son vis-à-vis, part dans son dos et score assez facilement. Pour moi, il doit améliorer encore cette défense-là, ces points-là défensivement, sans ballon. Son regard, ses placements, c'est encore un peu trop juste pour vraiment être positif. C'est juste des consignes qu'il va devoir appréhender. Et je me fais pas trop de soucis parce que la défense 1 contre 1 est quand même très intéressante. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est très intéressante. C'est un joueur qui est tanké physiquement, qui est large, qui est épais, qui prend de la place malgré son physique lambda, entre guillemets, pour le basketteur, 1m98 dans les deux sens. Dès qu'il est sur un joueur rapide, c'est un peu plus compliqué, il se fait beaucoup passer sur les premiers pas très très rapides, mais s'il arrive à contenir son vis-à-vis, et ben là il est quasiment impassable. Il monte des séquences défensives où s'il gagne le duel, il arrive à cadrer le dribble adverse. Son joueur adverse ne passe quasiment jamais. Il se fait prendre à revers très très rarement quand il a cadré le duel. Donc c'est quand même intéressant malgré le fait qu'il ait une latéralité pas incroyable non plus. La vivacité est pas ouf. Mais il monte par flash des phases défensives dans le 1 contre 1 qui sont vraiment vraiment intéressantes. Et je pense que ça va lui faire gagner des minutes en NBA, c'est quasiment certain. C'est un joueur qui défend et qui a envie de défendre et qui fait les efforts pour défendre. Généralement, c'est un joueur qui joue. Et c'est ces 2 points sur lesquels moi je le trouve très intéressant et sur lesquels il va devoir capitaliser pour être très très bon et avoir un vrai rôle en NBA. Ouais, dis-toi. Pour moi, c'est son explosivité. Je dirais pas les qualités athlétiques de manière générale, parce que je trouve qu'il y a un contrôle du corps, il y a un équilibre qui est plutôt intéressant. Mais l'explosivité, qu'elle soit horizontale ou verticale, c'est-à-dire que ce soit sur le premier pas ou vraiment la verticalité, la hauteur à laquelle il peut aller. Euh, D'un côté, je pense que c'est un joueur qui est énormément sous-estimé, on va dire, à cause de ça, dans le sens où, enfin, on en reparlera dans la projection à la draft et en NBA, mais je pense que si jusqu'à peu de temps encore, beaucoup ne l'ont pas ou ne l'avaient pas dans leur top 5, top 10, c'est en grande partie parce qu'il n'y a pas ce côté un peu highlight, il n'y a pas c'est pas un joueur très bling bling, on va dire. Euh, mais je pense qu'on peut pas nier que ce manque d'explosivité, que ce soit sur son premier pas ou sur sa verticalité, l'handicap dans son jeu et notamment dans la projection de son potentiel. Parce que ce déficit, ça implique des limitations dans son scoring, notamment sa capacité à se créer des poches de tir. Parce que c'est pas un joueur qui a le handle, enfin son handle est correct, mais il n'a pas le dribble à un tel point et du coup l'explosivité pour faire l'écart avec son défenseur. Du coup, ça le limite aussi dans son pull-up game. Et même si on l'a vu en faire pas mal cette saison, mais c'était pas forcément des pull-up bien ouverts. Donc voilà, donc si je dois résumer, je dirais que oui, effectivement, ce déficit d'explosivité fait qu'il sera probablement jamais un créateur d'attaque en NBA. Par contre, il a tellement de qualité de haut niveau à côté de ça que ce seul point pour moi ne peut pas en faire un joueur hors du top 10. Mais si vraiment il doit travailler un point, ce serait un peu cette explosivité et peut-être si je prends plus large, cette mobilité pour rejoindre un peu ce que disait Manu sur la défense où on-ball en fait il peut être très intéressant tant qu'il n'est pas face à des joueurs qui sont vraiment très très rapides balle en main. Donc voilà, je travaillerai un peu
ce côté, cette physicalité, ce côté qualité athlétique pour vraiment gommer quelques soucis de son jeu. On va partir sur les shade off. Alors dans la description du joueur du shooter blanc, il y en a un petit peu chaque année. Il y a eu Dalton Connect, il y a eu Grady Dick, il y a eu Sam Hauser, il y a eu Baylor Shellerman. La liste est longue. Qu'est-ce qui en fait un... Est-ce que c'est des joueurs auxquels il vous fait penser ou vous voyez autre chose en lui? Moi, je vois autre chose. Comme l'a dit Titouan, je pense qu'à terme, ce sera plus qu'un shooter. Aujourd'hui, le shoot, c'est son ticket d'entrée. Tu sais ce qu'il va t'apporter. À minima, tu peux l'utiliser comme ça. Mais à terme, il a montré des choses qui font que c'est quelqu'un qui va être très très polyvalent et qui va être positif dans plusieurs rôles. Et ça, on l'a bien vu. La fin du tournoi de conférence où Cooper Flag est blessé. Du coup, il entre dans un nouveau rôle où c'est un peu plus lui qui a le ballon, c'est un peu plus lui qui est initiateur. Et on voit justement qu'il peut le faire, qu'il peut être ce porteur de balle secondaire capable de jouer le pick and roll, capable de trouver les bonnes passes et donc de se transformer plus ou moins en playmaker, connecteur. Sa polyvalence me fait dire que moi je trouve dans le rôle en tout cas, c'est quelqu'un qui peut être utilisé un peu comme Christian Braun de Denver, ce joueur capable de par séquence porter la balle, d'initier l'attaque, mais qui apporte par ses coupes, qui apporte par son shooting, qui apporte par sa défense. Je trouve qu'il ressemble un peu à... Enfin, dans ce rôle, je pense que c'est dans celui-ci qu'il va devoir entrer pour atteindre son potentiel max. Il y a un autre joueur, je sais pas trop s'il colle, c'est Derek White, c'est pareil, c'est un joueur qui apporte dans plusieurs choses, qui a peut-être pas ce... Bon, je regarde pas autant Boston que Titon, mais qui a peut-être pas ce côté playmaking, second initiateur que peut avoir Knuppel, mais voilà, ces joueurs-là de rôle plus capables d'apporter dans plusieurs choses, dans plusieurs séquences, dans plusieurs schémas de jeu, je trouve que le catégoriser uniquement comme un shooter, c'est trop réducteur. Bah, je suis plutôt d'accord avec Manu sur le fait que Knuppel, c'est pas du tout que un shooter. Même si du coup le fait que tu peux l'utiliser que en shooter rend le profil super intéressant parce que du coup tu sais que en fait même dans le pire scénario ce sera un joueur utile. J'aime bien les noms que Manu a balancés. Alors pour le coup je pense que Derek White est devenu un très bon créateur secondaire notamment. Mais moi j'avais un peu alors je vais comparer plus les rôles dans les équipes que les profils en eux-mêmes, mais pour moi dans un très bon scénario, Knuppel c'est un peu le meilleur joueur hors star sur le terrain. Je pense que bah, d'ailleurs Christian Braun ça fonctionne très bien. Je pense à des joueurs bah, comme l'a dit Manu, le Derrick White des Celtics, le Andrew Nembhard des Pacers ou je pensais aussi à Austin Reeves des Lakers. Il y a un peu ce côté-là. Encore une fois, je compare pas les joueurs en eux-mêmes, mais voilà, je compare vraiment l'importance, plutôt le côté valuable dans le roster. Et je pense qu'il peut avoir l'importance de ces gars-là, où en fait, une fois que tu as mis la star, les deux stars de l'équipe de côté, en fait, le joueur le plus important qui reste, c'est lui. Et, et donc, ouais, je pense qu'il peut avoir vraiment, de par sa polyvalence, ce rôle-là, et dans un rôle vraiment terrain. Bon, c'est un peu cliché, hein, mais je pense qu'il a vraiment ce rôle de couteau suisse. T'as vraiment ce truc de connecteur plus qui va pouvoir apporter du shoot off-ball tout en faisant du connecting. Enfin voilà, on en a parlé. Il y a même, comme l'a dit Manu, il y a eu un peu de création pour les autres sur pick and roll. Euh, on n'en a pas trop parlé, mais je trouve que c'était très sympa ce côté un peu gestion de pick and roll qu'on a pu voir en fin de tournoi de NCAA. Donc voilà, je pense que tu vas avoir un joueur qui, tu pourras toujours l'utiliser, peu importe le système, peu importe le coach. Il y aura toujours une façon de le trouver utile. Là où il sera le plus valuable, c'est vraiment dans ce côté polyvalence. Alors c'est pour ça que ceux que j'ai cités, des Derrick White, des Nembhard, je ne veux pas trop le comparer à ça, parce que je pense que Knuppel n'a pas le quart du talent défensif qu'ont un Derrick White ou un Drew Nembhard. Mais, euh, mais ouais, Christian Brock, j'aime bien la comparaison. Austin Reeves. Austin Reeves, j'aime bien. Je pense que c'est peut-être le profil qui s'en rapproche le plus. Je dirais que Reeves est
peut-être un meilleur ball handler initiateur, mais Knuppel un meilleur shooter. Et encore, je suis pas sûr sur le côté meilleur initiateur, mais ouais, je dirais un côté un peu ouais, Austin Reeves, Christian Braun, c'est peut-être ce genre de profil. On va partir sur la projection. Où est-ce que vous l'avez dans vos boards et ça part à quel moment de la draft? Fin juin prochain. Dites-nous tout. Moi, je l'ai 19 parce qu'il y a des joueurs devant lui qui sont, je pense, élites dans quelque chose. Et ils sont bons sur autre chose. Alors que Knuppel, c'est limitrophe. Et je pense que aussi la taille fait que je le baisse un petit peu. Mais donc voilà, je l'ai top 20. Mais je pense qu'à la draft, il va partir top 10. Parce qu'il y a trop une hype autour de lui. Titouan? Bah, moi, je l'ai top 5, je crois même que je l'ai quatrième d'ailleurs. Ah Je l'ai ouais. modifié il y a pas longtemps. Ouais, bah en fait, je pense que une fois que tu as le duo là que tout le monde attend qui est passé, après moi je suis très haut sur Yakutionis aussi. Et en fait, derrière, pour moi, t'as aucun joueur qui va avoir la valeur de porteur de balle, qui pour moi est le rôle le plus valuable en NBA. Euh, et du coup, j'en avais parlé il y a pas longtemps dans un tweet, je raconte un peu ma vie, euh, où j'avais fait un peu un thread où j'expliquais à quel point je pense la polyvalence, une fois que tu as trouvé tes porteurs de balles, tes créateurs d'attaque, primaire, secondaire, je pense que la polyvalence va être un peu au-delà même du shoot en lui-même, la polyvalence va vraiment être le skill que les front office NBA cherchent et vont chercher à l'avenir. Parce qu'en fait, on voit dans la plupart des équipes compétitives à quel point c'est utile et important de réussir à avoir 3 4 voire 5 joueurs sur le terrain qui peuvent passer, dribbler, shooter. Et surtout qu'ils soient capables de poser un dribble et de faire une passe. Et je pense que ce côté polyvalence, tu vois, Manu disait que Knuppel n'a pas de truc élite. Bon, déjà, moi je me demande si son shoot n'est pas élite. Mais surtout, au-delà de ça, je pense que bah, c'est peut-être sa polyvalence en fait qui est élite. Dans le point où offensivement, j'arrive pas à trouver un rôle ou un scénario où Knuppel n'est pas utile offensivement. Et du coup, ouais, je pense qu'il peut vraiment partir très haut là-dessus, parce que moi, j'arrive vraiment à le voir comme le joueur que tu vas avoir aux côtés de tes stars, c'est ce gars-là. C'est vraiment ce gars-là que tu vas avoir. Donc moi, je l'ai très haut, mais je pense pour le coup que je rejoins Manu, il va partir en fin de loterie entre 10 et 15. Euh, je n'irai pas jusqu'à lâcher le mot discrimination, mais je pense qu'il y a un peu un délit de faciès sur Cole Knuppel. Dans le sens où je pense que s'il n'avait pas cette tête-là, et, je... Non mais très sérieusement, on en avait parlé une fois avec Alan sur Podziemski, sur ses qualités athlétiques qui avait été très sous-estimé. Je pense qu'il y a un peu de ça sur Con Knuppel où en vrai, euh, clairement, je pense que s'il n'a pas cette tête-là, je pense qu'il gagne quelques places dans pas mal de boards. Le contexte Duke l'aide énormément aussi. Ouais, c'est ce Oui, que j'allais dire. Parce qu'il est dans Justement, un truc où bah, il avait ce justement, rôle direct. ouais, et dans une équipe aussi où ça se passe beaucoup la balle. On l'a vu, il n'y a pas de gros usage chez les joueurs de Duke. Et je pense que du coup, le côté polyvalent est mis en exergue aussi par rapport à ça. Chacun a son rôle à jouer sur quasiment toutes les actions. Et à quel point c'est pas un petit peu flatteur parce que est-ce que en NBA on lui donne la balle? Est-ce que ça peut être parce que moi à certains moments en vous écoutant, je me suis presque posé la question de est-ce que c'est une deuxième, troisième option quoi en attaque? Est-ce que c'est ce niveau-là vraiment? Mais justement, tu vois, moi, c'est ce que j'aime dans son profil, c'est que si d'un coup, alors je pense que si Con Knuppel, c'est ton deuxième joueur, enfin, c'est ton joueur avec le deuxième plus gros taux d'usage dans ton équipe, je suis pas sûr à l'instant T que tu vas vraiment aller loin au playoff. Et à terme, je suis pas sûr. Si c'est le cas, bah, alors très bien pour lui. Mais par contre, c'est ce que j'aime beaucoup dans son profil, c'est que tu peux te dire, bah, je fais de Knuppel mon deuxième porteur de balle dans une équipe moyenne. Enfin, moi, je pense qu'il tombe aujourd'hui, il tombe au net. Ça me choque pas de dire que c'est ton joueur avec le deuxième plus gros taux d'usage. Mais tu peux aussi te dire, bah, je sais pas, alors j'ai pas les équipes à la draft et leur place là en tête, mais une équipe qui est un peu compétitive, qui chope un pic fin de top 20, imaginons que Knuppel y chute, bah, tu vois, ça me choque pas de dire, bah ok, t'as Knuppel
dans ton équipe et il aura un taux d'usage de 18%, même pas. Mais pour moi, il sera quand même valuable parce que spacing, parce que connecting, enfin, parce que plein de trucs en fait. Manu, sur l'idée d'à terme être une deuxième, troisième option, c'est quelque chose d'envisageable? Je pense. Je le mets pas première option. Je l'imagine pas comme une première option offensive d'une équipe, vraiment le go-to guy d'une équipe, mais la deux ou troisième option, ouais, clairement. C'est pas le même joueur du tout, mais un peu dans ce que pouvait être Scottie Pippen, quoi, ce lieutenant incroyable et ultra décisif quand il faut, quoi. C'est vraiment cette deuxième option, voire troisième s'il y a vraiment deux stars. Mais ce roi de lieutenant, je pense que c'est ça, à terme. Parce qu'il est tellement polyvalent que tu peux l'utiliser dans tellement de contextes que j'ai du mal à le voir bridé en quatrième option, tu vois, juste le mec qui est là pour faire des passes ou que pour du shooting. En fait, il est tellement intéressant dans plusieurs compartiments du jeu que je me dis que tout de suite il va avoir un taux d'usage un peu plus élevé et que, ouais, et que son talent fera qu'il sera deux ou troisième option d'une équipe. Et surtout, si c'est le cas, qu'il est vraiment bridé, comme tu le dis, parce que, je sais pas, il est dans une équipe très talentueuse ou quoi, quand bien même ce serait le cas, ce serait quand même, je pense, tu vois, si on dit que c'est ta quatrième option offensive, entre guillemets, bah, je pense que ce serait probablement une des quatrièmes meilleures options offensives de la NBA. Dans le sens où je pense qu'en fait, peu importe le rôle que tu lui donneras, il sera ultra valuable. En fait, j'arrive pas à imaginer un monde, un scénario où il est dans un environnement. Enfin, j'arrive pas à imaginer quel est l'environnement où Knuppel devient pas viable en fait et positif. Et d'ailleurs, moi, en vous écoutant, je me demande s'il y a un mauvais environnement pour lui, du coup. Est-ce que ça Bah c'est ça, existe, les mauvais environnements, j'arrive ou pas à que imaginer. C'est quoi peu le. importe où il arrivera, Ok, si, c'est pas peut-être mauvais. le seul environnement mauvais, c'est si vraiment il tombe dans une équipe où t'as vraiment rien autour de lui et c'est lui qui est porteur de balle primaire, tu vois. Mais euh, Là, en ayant les équipes sous les yeux, je pense que dans le top 10, de 1 à 10, je pense que la pire option pour lui, c'est les Hornets et Houston. Je pense que c'est les deux pires équipes. La première, c'est la catastrophe. T'as pas de hiérarchie. Le meilleur joueur est blessé H24. Et Houston, c'est trop compliqué. Je trouve il ressemble un peu à un Red joueur des Shepard. Rockets, c'est Rich Shepard en fait. Ouais, en plus Lui, c'est grand, ouais. pareil. C'était quelqu'un qui était très polyvalent, très bon en défense, très bon dans le shooting, qui avait des flashs sur la création, c'était un peu plus limité, mais il y avait des trucs. Et en fait, Houston est tellement une équipe complète qu'il n'a pas joué. C'est surtout qu'Ime Udoka, il fait pas jouer tous les joueurs qui défendent pas, alors, oui, ou qui sont des cibles Ouais. défensivement. Et je pense que c'est les deux pires contextes pour lui. Parce qu'autrement, je le vois intéressant à peu près partout du fait de sa polyvalence en fait. Ou peut-être Brooklyn aussi. Parce que c'est pas encore totalement cadré. Il n'y a pas forcément de hiérarchie non plus très très claire. Si ton meilleur joueur c'est Cam Thomas, c'est un peu compliqué quoi. Je l'aime beaucoup, hein, Mhm. mais il n'y a pas encore de hiérarchie à Brooklyn, c'est encore tout neuf. Donc ouais, je dirais ces trois équipes-là dans le top 10, c'est les, entre guillemets les pires contextes pour lui. Ça marche. Messieurs, on va passer à l'échelle de croyance. À quel point vous y croyez à Con Couple comme une option viable dans le temps et à un bon niveau, avec un statut de starter joueur précieux, un peu comme peut l'être un Derrick White, le nom a été lancé tout à l'heure. À quel point vous y croyez? Je crois que je vais donner mon premier 10 sur 10. En fait, Oh! enfin, bah, comme je disais, vu les besoins de ce qui est recherché en NBA aujourd'hui, je peux pas croire que le combo taille, shoot, polyvalence ne fonctionne pas. Alors peut-être pas au niveau d'un top starter NBA comme je le projette, peut-être que je suis un peu trop haut là-dessus, sur lui. Mais pour moi, comme je disais, dans le pire des scénarios, vraiment le pire des... Tu vois, même Manu, il parlait des Hornets ou des Nets, ou t'as dit quoi, ou de Houston. En fait, pour moi, même dans ces scénarios qui sont peut-être pas
idéaux, c'est quoi? C'est un septième, huitième homme qui joue 20 minutes par match en fait, dans une équipe de playoff. Enfin, j'arrive pas à imaginer le scénario où il peut pas jouer plus de 10 minutes en playoff. Ou même, encore pire, j'arrive pas à imaginer un scénario où dans 5 ans il est plus en NBA. Pour moi, c'est vraiment impossible. Ouais, je pense, je vais pas mettre 10, mais je mets un bon 7. De par ce qu'on a dit, la polyvalence en fait. Je trouve que c'est tellement valuable. Il peut brancher dans plusieurs rôles. Donc en soi, t'as pas un monde où il bust. Mm. C'est ça le truc. Donc, et il a le plus important, ce qu'est le tir à 3 points. Aujourd'hui dans la ligue. Ouais, je mets un bon 7. J'espère juste qu'il ne sera pas pris trop haut. Mais parce que des fois, ça peut être un peu genre entre 4 et 6. Si vous allez voir les équipes, je pense que c'est pas les meilleurs, quoi. Je pense qu'il lui faut aussi un contexte qui gagne. J'ai du mal à Mm. l'imaginer dans un contexte où une équipe joue rien, en fait. C'est ça, quand même un compétiteur, donc. Mais ouais, non, il n'y a pas de. Un bon 7 dans l'échelle de croyance. Très bien. Très bien, très bien. Donc ça fait une belle moyenne quand même. 7 et 10, ça fait 17, ça fait du 8,5 sur l'échelle de croyance envergure. Messieurs, je vous propose d'arrêter là. Je pense qu'on a été complet. Quant à nous, on se retrouve très très vite pour d'autres prospects qui restent encore à faire. On en a plus d'une vingtaine là déjà, je pense. Puis on n'a pas fait les Européens, mais c'est programmé. Ne vous inquiétez pas. Vous faire un petit peu d'auto-promo aussi, un petit peu pour aller écouter les pods animés par Julien sur les rôles en NBA, et on en parle souvent, même dans les quillés. Savoir exactement qu'est-ce qu'on entend par là, et quels sont un peu, comment ça sert aussi à la projection des joueurs. Donc c'est très très complémentaire. Allez écouter ça très vite si vous ne l'avez pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous. La draft se rapproche, les beaux jours aussi. À très bientôt. On vous embrasse. Bye bye.